Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de C'est quoi ta spécialité? Aujourd'hui, on a eu la chance de recevoir Dr Chaput, qui est une médecine de famille et qui travaille au Centre universitaire de santé McGill, qui s'est surspécialisé en soins palliatifs. Ça a vraiment été un bon épisode, elle est vraiment passionnée par ce qu'elle fait. Puis ça a été vraiment beau de l'entendre parler de cette pratique-là qui met vraiment le patient et ses valeurs à l'avant-plan, puis d'être capable de les accompagner dans leurs symptômes puis dans la fin de vie. Ça a vraiment été un bel épisode. Ouais. Elle explique comment la dignité est avant tout. Donc, peu importe la spécialité que vous voulez faire, c'est un épisode, je pense, qui vaut la peine d'être écouté. Oui, vraiment. Bonne écoute. On voulait prendre un moment avant l'épisode pour remercier nos commanditaires Archer, qui est une firme de finance spécialisée pour les médecins et les étudiants en médecine. Ils sont tellement agréables avec nous, tellement agréables à travailler. On vous conseille fortement de les contacter. Oui, c'est ça. C'est du monde facile d'approche. Les consultations avec eux, c'est gratuit. Fait qu'hésitez pas à envoyer un courriel. Le lien est en dessous des vidéos. Puis, c'est ça. Ils peuvent répondre à vraiment toutes vos questions que vous avez par rapport à vos finances personnelles, par rapport aux prêts et bourses du gouvernement, par rapport aux assurances que vous pouvez avoir, les placements que vous pouvez faire pour essayer de maximiser vos finances. Bref, peu importe c'est quoi votre question, contactez-les puis ils vont avoir les réponses pour vous. Merci Archer! Attention, on a une annonce spéciale à faire. Dans le fond, nous, on va prendre notre retraite de podcast là, après cette saison-ci. Donc, on est à la recherche de quelqu'un ou de deux personnes qui seraient partants pour nous remplacer puis continuer notre beau projet. Oui, idéalement, on aimerait ça des étudiants en médecine, bien sûr, pour continuer un peu dans la même lignée. Des étudiants qui sont peut-être en première année ou en pré-med, qui vont pouvoir prendre le projet pour plusieurs années. Aussi, on vous suggère fortement, si ça vous tente, d'appliquer entre amis, 2 à 2. C'est toujours plus facile de faire des discussions comme ça quand on le fait entre amis. Donc, si vous êtes intéressé, écrivez-nous, envoyez-nous une petite description de pourquoi vous êtes intéressé. Puis, ouais. C'est ça. On attend vos CV. Donc, merci beaucoup, Dr Chaput, d'avoir accepté de venir nous voir aujourd'hui. On apprécie beaucoup. Merci de l'invitation. Puis nous, on aime ça commencer du début. Donc, est-ce que quand vous étiez jeune, c'était genre clair, c'était la médecine ou rien? Non, j'aimerais vous dire que oui, mais absolument pas. En fait, moi, j'étais convaincue que je m'en allais en communication, en médiation, que j'étais une fille militante. Moi, j'aime ça défendre les gens, les personnes plus vulnérables. Et j'étais convaincue que je m'en allais là-dedans. J'ai même fait sciences humaines au cégep. J'étais vraiment... Parce que je m'en allais dans mon bac en communication, relations humaines, puis c'était ça que j'allais faire. Puis, j'ai été acceptée pour mon bac. Je finissais mon cégep. Puis, mon meilleur ami est décédé. Il est décédé de la maladie de la vache folle. À ce moment-là, il y en avait juste quelques-uns au Canada. Ça m'a vraiment... Ça m'a vraiment affectée. Ça m'a fait réfléchir. Puis j'ai dit, bien, c'est sûr, là, les coms, j'aime ça. La médiation, je trouve ça important. Mais j'ai réalisé que je voulais être un doc. Fait que finalement, qu'est-ce qu'on fait quand on se découvre plus tard? Bien là, j'ai commencé mon bac. Puis pendant mon bac, je devais faire 2 chimies, 2 physique, 2 calculus, 2 biologie parce que je venais de faire un DEC en sciences humaines. Puis après ça, j'ai appliqué en médecine. Puis heureusement, j'ai été acceptée. Fait que non, en fait, je ne le savais pas, mais... Il n'est jamais trop tard de savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Puis on a toute une vie pour travailler, fait que mon chemin m'a amené là. Tu es allée à l'Université de Montréal? Oui, j'ai fait ma médecine. En fait, c'était plus une question que pour moi, c'était pratico-pratique parce que là, je finissais mon bac plus ces fameux cours-là en même temps, équivalents. Et moi, j'avais aucun talent. Je me souviens là, de mes cours de physique. Là, j'avais un tuteur, j'allais à un café, j'apprenais toutes les choses par cœur. Je comprenais rien là-dedans. J'étais comme, mon Dieu, je ne vais pas être capable de faire la médecine. Mais finalement, il ne faut pas être intimidé, puis c'est correct. Fait que... pour appliquer en médecine, vous le savez, bien, je ne sais pas, je pense que ça a changé maintenant, mais il fallait faire l'examen MCAT. Alors moi, si j'aurais voulu... on l'avait pu. OK. Dans mon temps, il fallait le faire. Dans mon temps, je suis une vieille. Dans mon temps, c'est ça, il fallait le faire. Fait que si j'avais appliqué du côté anglophone, il aurait fallu que j'attende une année complète pour appliquer. Fait que j'ai appliqué des 3 universités francophones. J'ai prié, puis j'ai regardé ma boîte aux lettres, parce que dans ce temps-là, c'était boîte aux lettres comme une compulsive, puis j'ai été acceptée. Il y a quelque chose de fun là-dedans. Ça dépend. Un moment d'attente. Oui. Fait que j'ai fait l'Université de Montréal pour la médecine. Puis après ça, j'ai été faire ma résidence à McGill. Est-ce que dès le début de la médecine, vous saviez que vous vouliez aller en médecine de famille? Encore là, non. Je ne savais pas où ce que je voulais me brancher, moi, là. Je suis une fille qui adore travailler avec ses mains. Je suis une fille super manuelle, projet de maison. Des fois, je me dis, qu'est-ce que je fais en médecine? J'aurais dû être en construction. Là, tu sais, je fais mes propres tablettes, bien motivée dans la vie. Fait que j'étais convaincue que je m'en allais en chirurgie.
tous mes stages. Je faisais des stages de chirurgie. Je me suis trouvé des occasions, des opportunités d'aller faire des projets de recherche en chirurgie, là, préparer mon dossier pour application. Puis finalement, j'ai eu mes premiers stages de chirurgie. Puis avec grand respect pour la chirurgie, parce que ça prend toutes sortes de monde pour faire des soins, puis ça prend différents médecins. J'ai vraiment pas du tout aimé mon stage de chirurgie. Moi, je suis une fille qui est humaine, qui parle aux gens. Là, je me voyais pas arriver à 6 heures le matin, je fais une blague, je paraphrase, on le sait que c'est pas comme ça en chirurgie, mais tu sais, t'arrives, puis t'es comme, t'as-tu fait des pets, tu t'es-tu levé, t'as-tu de la douleur, OK, tu peux retourner chez vous, puis là, tu vas en salle d'op. Fait que c'est venu me chercher dans mes valeurs. Puis c'est sûr que c'est pas comme ça, puis les chirurgiens, tu sais, la médecine de chirurgie, c'est comme super important, mais là, j'ai réalisé que, c'est pas ça. Puis je pensais vraiment que j'allais faire de la chirurgie en oncologie, les gens qui ont des cancers. Mais finalement, ça m'a dirigée vers une médecine de famille pour pouvoir faire des soins de soutien, puis des soins en soins palliatifs. C'est vraiment ça. Fait que non, encore là, mais quand je regarde en arrière, j'ai aucun regret. Parce que honnêtement, des fois, je trouve qu'on a tellement de pression là, en médecine. Là, on est supposé être parfait, on est supposé tout savoir, on est supposé savoir ce qu'on s'en va. Puis je trouve qu'on se met une pression indue. C'est correct de ne pas le savoir puis de le découvrir en cours de route. C'est correct de se donner le temps de se découvrir. On va faire ça pendant plusieurs années, ce travail-là. Fait que c'est correct de prendre son temps puis se découvrir. Puis je pense que tout le monde finit par se découvrir. Fait que j'ai l'impression que j'étais à la bonne place. Puis, est-ce qu'en Med-Femme, vous êtes déjà dans la vision d'aller faire des soins palliatifs? En fait, c'est quand j'ai fait mon stage de soins palliatifs, que là, j'ai comme allumé. Je me suis reconnue dans mes valeurs. Dans mes valeurs comme comment est-ce qu'on traite une personne dans la vie en général, comment moi je traite les gens. J'ai un conjoint très gentil qui dit que dans une autre vie, j'ai dû être la mère Thérèse, fait que, tu sais, OK. Mais dans le sens que des valeurs qui m'appartiennent comme comment qu'on interagit avec les autres, comment qu'on prend soin de soi, comment qu'on prend soin des autres. Puis quand j'ai fait les soins palliatifs, je suis comme, bien, mon Dieu, que c'est des valeurs que je me rattache. Je me reconnais dans ce domaine-là. Fait que c'était comme un peu naturel pour moi. Ceci dit, je n'étais pas vraiment certaine que j'allais faire ça. J'ai eu la chance d'avoir plein de stages super intéressants. J'adorais l'obstétrique. Je pensais peut-être faire un fellowship là-dedans. Puis, quand j'ai fait mon stage de soins palliatifs, il y a comme eu une personne qui était un des médecins qui était comme une mentor, puis elle m'a dit « Hey, tu devrais vraiment considérer faire ça. » C'est comme, j'ai eu des guides. Fait que finalement, j'ai choisi de faire ça, parce que là, on peut pas tout faire. Alors, je disais, je vais faire les arrivées de vie, puis les fins de vie, puis ça va être un beau médium, mais au pratico-pratique, là, c'est que moi, je dis des fois aux gens, un bagel avec du fromage à la crème dessus, c'est bon. Mais là, si tu mets tellement pas de fromage à la crème dessus puis tu étires ça vraiment, ben c'est plus bon. Fait que c'est la même affaire. J'ai choisi de me concentrer en soins de soutien puis en soins palliatifs, parce que là, de manière, on peut pas être bon dans tout. Non, c'est vrai. Pour être comme vraiment, c'est ça, bon dans ce qu'on fait, c'est mieux de garder un focus un peu plus précis. Oui. Sauf qu'il y a toujours des gens qui sont hyper polyvalents en tout, là, puis ceux-là, je les admire, puis c'est à eux que je réfère. Ouais. Mais moi, c'est pas ma personne, tu sais. Est-ce que tu as fait des soins palliatifs comme à 100% dès la fin de ta résidence? Oui. Fait que quand j'ai été engagée, pour mon travail, c'était ça un peu l'offre. On a besoin de quelqu'un à temps plein. Puis, tu sais, juste une petite spécification, tu sais, les soins palliatifs, comme une mort de réputation. Bon, les gens viennent, ils vont mourir. Mon Dieu, qu'on a une mauvaise réputation en soins palliatifs. C'est pas du tout ça. Il y a un grand éventail. Fait que les soins de soutien puis les soins palliatifs, c'est par exemple, je m'occupe de personnes en clinique qui sont en chimioactive, font des traitements de radiothérapie. Ils sont suivis, puis le but, c'est curatif. Le but, c'est qu'ils vont aller mieux puis qu'ils vont s'en sortir de ce cancer-là. On s'attend que ça va bien aller pour eux dans l'évolution. Mais ils ont plein de symptômes, d'effets secondaires de leur traitement. Alors, je les suis dans ce contexte-là. Il y a des gens qui ont des cancers avancés qu'on ne peut pas guérir, mais respectueusement, ils sont encore en vie, puis ils ne sont pas en train de mourir là. Des fois, je les suis pendant 1 an, 2 ans, quelques années même. Fait qu'on fait des soutiens. Puis là, il y a les soins palliatifs où des gens qui, malheureusement, ils ont des problèmes de santé graves qui vont évoluer, puis on va arriver à la fin. Là, je les suis dans ce contexte-là. Fait qu'il y a un grand éventail méconnu des soins palliatifs. On fait pas juste la fin. On passe notre temps à faire de la vie. Puis oui, OK, on accompagne les gens à la fin aussi. C'est vrai que la perception versus la réalité, c'est différent. Là. Puis si on le définit exactement, tu sais, c'est quoi les soins palliatifs? Si c'est pas nécessairement les soins de fin de vie, c'est... Ouais, bien c'est un peu qu'est-ce que je viens de dire. Les soins palliatifs, en fait, c'est
tu accompagnes quelqu'un et sa famille, la personne a un problème de santé qui est vraiment grave, puis qui pourrait entraver à la vie, et tu t'occupes d'eux dans une panoplie de tout, là. C'est pas juste les symptômes, c'est aussi le psychosocial, c'est tout. Fait que nous, quand on s'occupe d'une personne qui va soit guérir, qui est attendue de guérir, ou qui est attendue d'évoluer vers des soins palliatifs purs, ou ce qu'on s'occupe d'eux en symptômes de fin de vie, bien, on s'occupe d'eux, puis on s'occupe de leur famille, parce que ça l'affecte tout le monde. Puis là, je parle un peu surtout du diagnostic de cancer, mais dans notre domaine, on s'occupe de toutes sortes de maladies, des insuffisances cardiaques, des insuffisances, des problèmes MPOC avancés. Tout le monde a droit à un accès à des soins. Fait que c'est méconnu, mais pallier, soins palliatifs, ça veut dire pallier les symptômes. Ça ne veut pas juste dire la fin. Fait que, il faut travailler à tous les niveaux encore dans notre monde, autant en médecine que dans la population. Des fois, quand je fais mon speech à quelqu'un, parce que je veux leur dire que je pense qu'ils bénéficieraient de venir dans notre clinique, la première chose qu'ils me disent souvent, c'est « Bien, je suis pas mourante, là. Pourquoi tu veux m'envoyer en soins palliatifs? » Puis je fais des blagues, je normalise, je valide l'expérience, la perception. Puis après ça, quand je leur explique c'est quoi, c'est comme, ben, je vais aller dans cette clinique-là, moi, j'ai de la douleur, puis je veux que tu m'aides avec ma douleur, puis j'ai mal au cœur. Fait que c'est juste une question de prendre le temps de faire de l'enseignement, puis ces personnes-là, ils ont besoin des soins. Est-ce que vous le voyez souvent chez les patients qui arrivent et qui ont la mauvaise perception, qui sont un peu, genre, à frein? C'est régulier dans les pratiques, puis je te dirais surtout dans le contexte que quand on a quelqu'un qui est référé à nous dans la clinique externe. Fait que là, on va les rencontrer pour la première fois. Qu'est-ce qu'ils ont été dit? Est-ce qu'ils se sont juste fait faire une référence puis ils se sont fait appeler pour avoir un rendez-vous? Fait que c'est sûr que des fois, là, c'est vraiment l'éléphant dans la pièce, la première rencontre, puis les gens sont comme... Mais je peux dire que dans la majorité des cas, la première rencontre est finie, puis les gens sont comme... Une chance que je suis référée ici. Hey, je vois que cette équipe-là va m'aider, va aider ma famille, va aider ma fille, va aider ma conjointe. Fait que, oui, il y a beaucoup de démystification à faire. C'est quoi les autres gros mythes qui reviennent souvent par rapport aux soins palliatifs? Bien, en fait, c'est vraiment celui-là. Là. C'est vraiment qu'on fait seulement la fin de vie. Puis, des fois, vraiment, je fais beaucoup d'humour, puis OK, je suis médecin, mais des fois, je dis vraiment, là, dans la vie, je dis, moi, je suis convaincue que je suis comédienne manquée. Je suis sûre que ça aurait dû être ma carrière, mais là, bon, coudonc, je suis rendue à 44 ans, fait que je vais rester en médecine. Mais des fois, je fais des blagues pour essayer de pas faire... tu sais, vraiment faire voir aux gens que ça n'a aucun bon sens qu'on dise ça. Je dis, bien, si c'est ça, les soins palliatifs, là, que je vous mets dans une chambre, puis que là, vous êtes mourant, puis j'attends que vous mourrez, je dis, bien, crime, je vais être en vacances tout le temps. Parfait, je vous mets dans une chambre, puis... Il faut démystifier, il faut faire de l'enseignement, mais c'est vraiment ça le tabou numéro 1. L'autre problème que je te dirais qu'on a, c'est un soin universel. Hein? Les gens, là, les arrivées de vie, on tombe enceinte, on va avoir besoin des suivis, hein? Des suivis gynéco, obstétriques, on va accoucher, on va recevoir des soins, le petit bébé va venir, il va avoir besoin des soins. C'est la même affaire pour la fin de vie. On va tous arriver, ça fait partie du cycle de vie. Fait que l'autre enjeu, je te dirais plus, c'est l'accès équitable à travers la province, puis aussi à travers le Canada. Fait que ça, nos équipes qui travaillent en soins PAL, on fait beaucoup de sensibilisation. C'est pas un luxe, là, d'avoir accès à une équipe comme ça. Ça devrait être la norme. Fait que ça, on travaille là-dessus aussi. Parce que c'est ça, en ce moment, c'est pas tout le monde qui est en fin de vie qui peut avoir accès, je suppose, aux soins, puisqu'il en manque, probablement. Bien, il y a des grandes différences. En fait, ça dépend où tu es à travers le Québec. Ça dépend des ressources à même qui sont dans ton environnement où ce que tu travailles, où ce que tu sais. Puis ça, c'est des choses que c'est plus le gouvernement qui va décider des budgets puis des enveloppes. Puis c'est pour ça, comme je dis, nous autres, les équipes de soins palliatifs, bien, on fait de la sensibilisation. On va parler quand on est appelé à le faire. Puis parfois, même quand on est appelé à pas le faire, mais on fait nos messages pour justement dire... Ça devrait être un soin universel, puis on va continuer à dire ça jusqu'à temps que ça arrive. C'est ça que ça devrait être, de base. En tout cas, moi, je vous le dis, je suis en bonne santé en ce moment, mais si quelque chose arrive dans mon parcours de grave, c'est sûr que je vais être la première à appeler puis dire, y a-t-il quelqu'un qui va me donner une consultation en soins de soutien puis en soins palliatifs? Oui, clairement. Parce que on voit les bénéfices. Oui. Puis justement, c'est quoi les bénéfices qu'on peut voir avec quelqu'un en fin de vie, mettons, qui est avec les soins palliatifs versus pas?
pas. Ben en fait, c'est démontré dans la science. Là, c'est pas Geneviève qui va venir vous le dire ici aujourd'hui. C'est démontré dans les écrits scientifiques. Quand une personne est suivie conjointement, dès le début d'un diagnostic qui est grave, puis qu'il y a un suivi conjoint avec notre équipe, les gens ont une meilleure qualité de vie, une meilleure gestion de leurs symptômes. Puis là, c'est le gros, le « oh my gosh », parce que les gens vont dire « pour vrai ». C'est aussi démontré qu'ils peuvent vivre plus longtemps que s'ils n'avaient pas eu accès à des soins palliatifs. Puis là, on vient de vous dire que c'est des personnes qui ont malheureusement un pronostic qui est sombre, puis que malheureusement, le cancer, par exemple, est vraiment avancé. Fait que si on ne gère pas une douleur, si on ne s'occupe pas de la souffrance humaine, ces gens-là, ils ont des moins bons pronostics. Fait que les bénéfices sont là. Puis c'est démontré aussi pour les familles. Ça prépare plus... qu'est-ce que je veux, moi, à la fin, finalement? Ça va être comment que je veux ma fin de vie? Où je vois ça? Qu'est-ce que j'ai besoin comme soutien? Préparer mon legwork. Hey, je vais réfléchir à ça. C'est incroyable les choses que les gens font quand ils ont accès à des soins palliatifs, quand on les guide en termes de legwork, des projets spéciaux, des choses qui les valorisent. Ils sont en mode vie, hein? Des fois, les gens sont sur l'unité de soins palliatifs puis ils disent, ben coudonc, c'est comme, j'ai jamais vécu aussi pleinement, tu sais, puis ils font des blagues, puis je suis comme, I'm dying, tu sais, je dis, ben c'est ça. On est en train de faire des soins, on vous donne le meilleur qu'on peut donner ensemble, puis oui, effectivement, il y aura une fin parce que c'est inévitable, mais en attendant, on est en mode vie, fait que c'est ça les bénéfices en bref, parce que je suis bien passionnée. Ben oui, c'est bon. Puis, c'est quoi exactement votre rôle? Comment vous suivez les patients? Mettons un patient qui est dans votre bureau. Est-ce que c'est management de symptômes pour la douleur? Est-ce qu'il y a de la psychothérapie? Tu sais, c'est quoi exactement que vous faites? C'est une bonne question. On fait pas mal de tout. Fait qu'on s'occupe de tous les symptômes parce qu'il peut y en avoir beaucoup. Hein? On a beaucoup de fléaux. Les gens qui ont des maladies graves sont souvent affectés avec des troubles de santé mentale. Il faut les dépister. Si on les dépiste pas, ces choses-là, ben on les trouvera pas. Puis les gens vont rester comme pas bien, tu sais, fait des dépressions, des anxiétés, la gestion de la douleur, les effets secondaires, il y en a beaucoup, beaucoup. Les immunothérapies, les chimiothérapies, les radiothérapies, quand tu peux pas manger parce que tu as la bouche brûlée, là, puis tu as plein d'aft à cause que tu as fait des traitements majeurs, ben faudrait qu'on traite ça. Fait que c'est de voir la personne dans son entièreté. Hein? C'est vraiment ça, les soins palliatifs. C'est pas de voir, OK, voici ta tumeur, on va la faire fondre, puis on va la traiter, puis tout ce qui va t'arriver pendant qu'on fait ça, too bad. Mais non, mais c'est ça, il faut gérer ces symptômes-là. Fait que la personne se présente à nous, puis avec notre expertise, notre job, c'est de leur offrir notre expertise, puis leur expliquer c'est ça qu'on peut vous offrir. Mais plus important encore, c'est de leur dire qui t'es comme personne. T'es qui, toi, comme personne? Puis, dis-moi ce que j'ai besoin de savoir de toi pour m'occuper bien de toi. Parce que sinon, on va juste avoir un chapeau de médecin puis on va penser, OK, douleur, gestion de la nausée. Effectivement, c'est important. Mais quelqu'un qui me dit, ben moi, là, tout ce qui compte, là, c'est je veux aller en Floride. C'est ma dernière fois que je vais pouvoir y aller avec toute ma famille. Puis Geneviève, dis-moi que si on peut faire ça, puis si c'est raisonnable. Mais ça va changer tout le cadre qu'on va faire en termes de gestion. Fait que faut avoir une approche de dignité, puis il faut définir c'est quoi la dignité de par la personne. Et c'est jamais pareil. Il y a des gens qui me disent, moi, c'est ça qui est important pour moi. En autant que j'aie ma tête jusqu'à la fin, puis je veux pas être gorlot, puis si je suis gorlot, Geneviève, faites quoi? Puis il y a d'autres gens qui disent, moi, là, si je peux plus me lever de mon lit, c'est une atteinte à ma dignité. Fait que notre job, c'est d'apprendre à les connaître comme personnes qui vivent un problème de santé, puis d'adapter notre service pour eux. C'est un service pour eux à la fin de la journée. C'est pas, it's not about us. Puis justement, j'ai l'impression que, tu sais, une crainte que j'ai souvent entendue, tu sais, parmi mes proches ou autres, c'est d'arriver à un point que, en fin de vie, ils perdent le contrôle complètement, puis là, ils n'ont plus de dignité, mais ils restent pris dans cette position-là pour une longue période de temps, tu sais. Comment que vous arrivez à gérer, justement, si quelqu'un est capable de vous dire « Ah, je veux jamais me rendre à tel point », bien, c'est pour ça qu'il faut avoir des références précoces. C'est pour ça qu'il faut des références précoces en soins de soutien. On a beaucoup dans certains milieux de soins palliatifs au Québec, puis je fais une blague, là, je vous donne l'exemple extrême. Là. Ouais. Le patient qui fait de la chimio, change de traitement, 3e ligne, 4e ligne, ça marche pas, le cancer progresse. Finalement, la personne se ramasse aux urgences parce que là, on est à terre, le système immunitaire est à terre. Puis là, ben, l'oncologue, il dit, ben, je peux plus rien faire pour toi.
Fait que consulte en soins PAL, soins de fin de vie. Puis là, ben, il reste ça de temps de vie à la personne parce qu'on a attendu tellement longtemps. Fait que c'est sûr que si on accueille une personne comme ça pour la première fois, on a manqué à la traque, là, tu sais. Fait que c'est d'avoir des références précoces, de démontrer que le chapeau, c'est justement de pallier les symptômes, mais c'est pas nécessairement de faire juste des soins de fin de vie à la fin, pour apprendre à les connaître. Ouais. Des fois, ils n'ont même pas pensé à ça, puis ils ont peur de parler de ça, puis ils disent « Ah, je veux pas en parler, ça me fait peur. » Puis finalement, genre, avec le temps, on en parle, puis ils sont comme « Une chance, je t'en ai parlé, puis t'es bien mieux de pas faire ça à la fin, puis oublie pas que je t'ai dit que ça va être ça, ma dignité. » Mais finalement, ça leur donne un sens de contrôle dans une perte de contrôle associée au diagnostic. Si on ne peut pas changer le diagnostic ou le cours de la maladie, on peut encore donner une dignité puis respecter. Fait que c'est pour ça qu'il faut des références précoces puis démystifier qu'on ne fait pas juste comme allô, tu rentres, tu vas. C'est tellement une méconnaissance, là. Il faut travailler là-dessus. Puis, vous parlez beaucoup d'apprendre à connaître la personne, la dignité. J'ai l'impression que ça crée des liens quand même forts avec les patients. Que des patients, parfois, ne veulent pas, ils vont aller vers une pente qui vont mourir. Comment c'est de vivre ça au jour le jour, d'avoir des liens forts avec des personnes? Comment vous copez un peu avec ça? On est sur caméra, il faut faire attention à ce qu'on dit. Je pense que ça devrait être la base de médecine, point final. Point final. Toute personne qui travaille dans le domaine de la santé devrait s'approprier cette pratique-là. C'est des humains qu'on s'occupe, c'est des personnes. Fait que oui, on a en soins palliatifs, on est vraiment... ça fait partie de nos valeurs, ça fait partie de la culture de voir la personne, puis c'est bien ancré dans nos pratiques, mais au quotidien, ça devrait être comme ça, dans toutes les disciplines. Puis, c'est pas malsain, c'est pas dangereux, on va pas exploser, il n'y a rien de grave qui va arriver. Puis, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on peut être un meilleur docteur, on peut être un meilleur professionnel, sachant ces particularités de la personne-là. Si moi, je ne le sais pas, là, que tu as vraiment une hantise puis une peur des aiguilles, de te faire piquer, puis tu me l'as jamais dit, ou je t'ai jamais donné un environnement safe pour me le dire, puis que là, on arrive que peut-être tu peux plus avaler, puis il faut mettre des injections, bien, fait que c'est notre devoir, puis c'est notre service de rendre une personne safe, puis se sentir en sécurité. Fait que c'est pas lourd, c'est normal, puis j'en fais la promotion pour toutes les spécialités, tous les environnements, que ça devrait être de même, point final. Puis là, je veux juste dire une autre chose. Quelqu'un dit « Mais tu comprends pas, Geneviève, là, t'es idéaliste, on est super occupé en médecine. » Bien, je vous encourage toutes à lire les livres qui existent dans la science, que on peut faire des entrevues de tant de minutes, et c'est démontrer que la personne, le patient, il va dire « Wow, elle a vraiment pris le temps, ce médecin-là. » Il y a des façons de faire des techniques d'entrevue. Des fois, moi, j'arrive, puis je suis en retard dans ma clinique, puis je me sens super coupable parce qu'on est toujours... puis je m'excuse, je suis en retard. Je voulais juste vous dire que soit que je prends soin de tout le monde bien, puis là, je prends du retard, ou que je m'occupe de tout le monde, puis je t'attends, puis le monde se sent pressé. Fait que je dis, mais là, c'est votre tour, puis je suis à l'écoute. Fait qu'il y a toujours une façon de donner des soins humains. Point final. D'être présent dans le moment. That's right. C'est beau. Ouais. Mais est-ce que des fois, c'est ça, tu sais, de former des connexions, des fois, assez profondes, puis là, justement, que la personne décède, là, c'est ça, ça doit venir comme chercher... Bien, est-ce que ça vient nous chercher de s'occuper de personnes? Absolument. Je pense que c'est comme ça dans tous les domaines. Je pense à mon conjoint qui a eu une grosse chirurgie récemment, puis il y a eu une complication post-opératoire. Puis on a fait un rendez-vous de suivi avec son chirurgien, puis son chirurgien était visiblement affecté, qu'il y avait il y a même eu un mot sacre, tu sais, dans le bureau. Fait que je pense qu'on est tous affectés, mais si tu me demandes pour les soins palliatifs en particulier, absolument. Puis ça fait partie des choses qu'il faut développer puis connaître quand on fait des soins palliatifs. Fait que des choses qu'on fait, nous, en équipe, si on a eu des cas qui sont plus complexes ou qui sont venus nous chercher, on fait des réunions. On fait des réunions d'équipe, puis on fait des débriefs, puis on dit... On se permet l'environnement sécuritaire pour en parler en confidentialité. Il y a les règles de l'art quand on fait la réunion. Ce qui va se dire dans la réunion reste dans la réunion. On s'entraide comme équipe. Puis les débriefs sont démontrés pour être une des bonnes façons de gérer. On a aussi une autre chose, là, c'est le mot en anglais, c'est vault. C'est, mettons que mon collègue est en service, moi je travaille ailleurs cette journée-là, je suis dans un autre endroit, puis que là c'est une journée tough, là, tu sais, c'est un cas difficile, tout ça. Fait que là, on a nos codes alertes. Hey, t'as-tu le temps pour un vault aujourd'hui?
on se trouve un moment, on prend le temps. Puis le monde dit, on n'a pas le temps, la journée, on a toujours 5 minutes. C'est un choix de prendre 5 minutes. Puis là, ben, on fait un appel, puis on le vote, puis là, on partage, puis quand c'est fini, ça fait du bien. Fait qu'on se ressource. L'équipe de soins palliatifs est démontrée pour faire ça, puis honnêtement, c'est un modèle qui devrait être promu partout. Puis vous parlez d'équipe. C'est qui les membres de cette équipe-là? Oui, bien, on a une belle, grande équipe multidisciplinaire. On est vraiment chanceux en soins palliatifs. Là. Je vais faire des blagues, mais comme c'est le docteur, c'est clairement pas lui qui fait tout. Là, c'est vraiment une belle équipe. C'est les infirmières, on a le musicothérapeute. La thérapie par la musique, c'est démontré que ça fait une différence. Puis des fois, dans ma pratique, je vais augmenter la posologie des opiacés, par exemple. Puis des fois, dans ma pratique, parce que je vois la personne, je comprends de où vient la souffrance, qui est peut-être physique, qui est peut-être émotionnelle et qui est peut-être un petit peu des deux. Puis des fois, je dis à la musicothérapeute, ça serait une bonne journée pour aller voir telle personne. Puis des fois, ça fait en sorte que j'ai pas besoin de changer les médicaments parce qu'il y avait une souffrance aussi qui était très profonde de nature émotionnelle. Fait qu'on a la musicothérapeute, on a la massothérapie. Ça, encore là, les bénéfices sont démontrés. On a une équipe d'intervention psychosociale, alors pour donner du soutien durant les admissions, autant aux patients qu'aux membres de famille, puis on a des suivis de deuil aussi. Fait qu'on a pas mal une grande équipe. Puis j'oublie pas les préposés. Les gens pensent des fois, là, c'est des gens qui ont des tâches vraiment fixes, mais c'est fou les choses que des fois, moi je vois la préposée, je dis, puis, comment il va, monsieur, les choses qu'ils peuvent partager parce qu'ils sont dans un moment où très vulnérables. Ils les aident à se laver par moment, à se changer. C'est des moments qui sont très vulnérables. Alors, il y a des partages vraiment, vraiment spéciaux qui se font, qui sont utiles au doc. Fait que des fois, je suis comme, hey, merci de me l'avoir partagé. Je vais le prendre en considération, moi, quand je vais retourner dans la chambre. Fait que pas mal ça, la grosse équipe. Il y a d'autres professionnels qui peuvent être joints. Il y a les soins spirituels. C'est vraiment, en tout cas, c'est une belle grande équipe. Comment vous incluez justement la spiritualité des patients dans leur fin de vie, mettons à l'hôpital ou Bien, on a une personne dédiée à notre hôpital en soins spirituels. Puis juste pour faire un bémol là-dessus, là, bien que c'est pas ma profession, souvent les gens disent non, moi je suis pas croyant, là, je veux pas que tu m'amènes le prêtre, là, tu sais. Puis c'est correct, puis c'est important de respecter, mais ça fait partie des choses que nous comme docteurs on demande toujours. Avez-vous des croyances, êtes-vous spirituel, êtes-vous croyant ou pas croyant? Toujours une question ouverte pour qu'on puisse apprendre à connaître la personne. Fait que les soins spirituels, oui, il y en a que ça s'apporte plus par rapport à une religion ou faire des prières, mais il y a aussi beaucoup d'interventions du legwork, comment je vis ça, ce qui se passe par rapport à ma santé, puis mon train de vie, puis mon évolution, puis que pour moi, c'est ça qui se passe. Fait que c'est une pratique très riche et c'est démontré que ça fait une différence. Même en fait, nous, on est toujours à dire qu'on aurait besoin encore plus d'heures avec soins spirituels aux gestionnaires. Oui, parce que c'est important. Fait que c'est un grand éventail et c'est beaucoup plus loin que une religion. C'est pas comme ça, là. Puis je me demandais, c'est quoi la différence entre les soins palliatifs en hôpital puis des maisons, par exemple, de soins palliatifs? Bon, mais ça, c'est une excellente question. J'ai travaillé dans une maison de soins palliatifs pendant 5 ans. Puis finalement, j'ai fait un autre tremplin parce qu'on m'a demandé de prendre la chefferie à mon hôpital. Puis là, je dis là, je ne peux pas être chef partout. Là, à un moment donné, c'est épuisé. Non, mais encore le bagel avec le fromage à la crème, à un moment donné, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que je vais dire que c'est la même chose, les soins palliatifs, peu importe où tu vas les donner. La culture, les valeurs, l'éventail, ça va être le même. Fait que c'est pas nécessairement ton emplacement, mais c'est plutôt la façon d'être puis la façon de faire. Fait que quand tu es dans une maison de soins palliatifs puis que tu offres des soins, ça va être les mêmes recettes de médicaments, ça va être la même approche psychosociale, ça va être la même approche où ce que tu fais un grand respect de la dignité puis tu la mets au premier plan de ton plan de match pour la personne que tu suis. Peut-être la différence, c'est que il y a certaines règles qui sont un petit peu plus relaxes que dans un hôpital. Puis je fais un exemple, c'est comme si tu veux avoir la zoothérapie à la maison, soins palliatifs, ben on va organiser ça, puis un chien va venir, puis ça va être comme ça. Si tu veux la zoothérapie à l'hôpital, ben tu vas passer à travers quelques différents processus. Ouais. L'hôpital va accepter la gestion, puis finalement, tu vas avoir la zoothérapie. Mais à la fin de la journée, ça va être la même approche. Puis on parle de maison, on parle d'un hôpital, puis aussi à domicile.
Les gens qui veulent décéder à domicile. Il y a des gens qui veulent absolument pas aller dans un environnement de soins propres, qui veulent démédicaliser tout ça. À la fin de la journée, l'approche est la même. Ça revient à ce que je vous ai dit. Qu'est-ce que tu veux toi, comme personne? Puis il y a des gens qui disent, moi, je veux absolument pas mourir chez nous. Bon, ben OK, c'est clairé. Fait qu'on va évaluer c'est quoi l'autre éventail. Puis il y a d'autres gens qui disent, si c'est possible, si c'est gérable, puis qu'on va bien s'occuper de moi, je veux vraiment rester à la maison. Fait qu'à la fin de la journée, c'est la personne qu'on voit, c'est le patient. Je sais, je dis toujours personne parce que je déteste qu'on donne des mots aux gens, là, patient. C'est la personne qu'on suit qui va nous dire. Fait que, mais l'approche est la même. Est-ce que tu en as fait un peu de soins à domicile? J'en ai fait quand j'ai fait ma formation, mon fellowship en soins palliatifs. J'ai adoré. C'est tellement un privilège d'aller voir dans un environnement propre à la personne. C'est vraiment un privilège. J'en fais pas dans ma pratique depuis presque ça fait plus d'une décennie que je travaille, pour des raisons que pour moi, c'est important d'être un bon docteur, mais j'ai aussi d'autres chapeaux. Je suis une aidante naturelle. J'ai un conjoint que j'adore de tout mon cœur. Puis on a des choses de santé qui sont un petit peu moins le fun. Fait que pour moi, en ce moment, dans ma carrière, je me vois pas faire des soins à domicile parce que je me connais. Je fais mes soins avec grande diligence. Puis c'est important de faire un service pour moi qui est vraiment complet. Fait que je me vois pas quand il y a des petits pépins de santé, toujours appeler mes collègues, dire « Hey, tu peux-tu aller voir cette personne-là? » Fait que dans ma carrière, c'est pas pour moi. Est-ce qu'un jour, peut-être, je vais en faire? Oui. C'est pas exclu. C'est pas exclu. Puis c'est juste de connaître comment est-ce que je peux être le meilleur docteur possible pour le service que je donne, tout en prenant en considération les autres choses qui sont importantes dans ma vie, dont ma conciliation familiale. Puis, vous venez de reparler de fellowship. C'est quoi exactement ce fellowship-là? Comment ça marche et combien de temps? OK. Fait que, en fait, dans mon temps, parce que ça a évolué avec le temps, j'ai fait ma médecine familiale, puis après ça, j'ai fait un fellowship de 1 an à McGill en soins de soutien puis soins palliatifs. Fait que pour moi, c'était 1 an. Fait que j'ai fini la résidence, j'ai fait le fellow, puis après ça, j'ai commencé à travailler. Mais il y a d'autres endroits où le fellowship est moins long. Ça peut être 3 mois, ça peut être 6 mois. Puis aussi, c'est pas tous les médecins de famille qui font des soins palliatifs qui ont fait un fellowship. Fait que absolument, moi, j'ai fait ce choix-là, puis ça m'a aidé, puis je trouve que c'est bien, mais dans mes années de pratique, j'ai eu le privilège d'avoir des personnes des docs qui ont dit hey, « Moi, là, je suis médecin de famille, j'adore les soins pal, je m'en vais pas faire un fellow, mais j'aimerais ça avoir du mentorat. » Fait que d'avoir des stages où ce que des docteurs, ils viennent, puis ils restent pendant 1 mois, ou des fois, c'est plus que ça, puis tu leur fais une bonne base de soins palliatifs, puis ils sont super outillés. Fait que on n'est pas obligé de faire un fellow pour faire des soins palliatifs. Hein? Ouais, c'est ça. Puis est-ce que vous connaissez des gens qui en font, tu sais, un peu avec leur pratique de médecine familiale, puis un peu de soins palliatifs sur le bord, ou souvent les gens, quand ils en font, ils font 100% ça? En fait, quand moi j'ai gradué, moi puis mon collègue, l'entente quand on était engagé, c'était vraiment de travailler à temps plein. Ça venait avec la position que genre, on parlera pas de ça ici parce que vous comprenez que c'est pas évident au Québec, là, les fameux prêmes et tout ça, mais fait que nous, c'était ça l'engagement. Mais la majorité de mes collègues que je connais, ils ont une pratique qui est pas exclusive. Et souvent, ça se décrit comme, moi j'ai ma clinique, je fais mes cliniques de médecine familiale, puis 1 semaine par 4 ou 1 semaine sur 5, je m'en vais faire ma semaine de soins pal à l'hôpital, exemple, ou je m'en vais travailler à la maison de soins palliatifs pour 1 semaine. Fait que, c'est ma garde en soins palliatifs. Fait que la majorité des gens que je connais, puis surtout avec les changements au niveau des PREM et des AMP et tout ça, là, c'est ça qu'ils font comme pratique. Nous, on fait des blagues qu'on est les vieux dinosaures, mais dans notre temps, c'était ça l'attente. Mais la majorité font ça. Puis qui décrivent aussi que c'est une belle balance. Parce que c'est comme c'est démontré pour les docteurs, là, comme prendre soin de soi. Puis une des choses qui fait en sorte qu'on diminue notre risque de burn-out dans une pratique, parce que c'est la médecine, ça en demande, c'est quand on a plus qu'un environnement de travail ou plus qu'une activité, parce qu'on ne fait pas toujours la même affaire. Fait que c'est ça. Fait que changer le mal de place. J'allais pas dire ça, mais là, tu me l'as dit. OK, il est nommé. J'allais dire, ça aide à rester stimulé. C'est bon, ça. Oui, c'est bon. Chercher le positif dans plus qu'un endroit. Bien, en fait, c'est ça. C'est ça que j'entends de mes collègues. Tu as fait ta semaine de soins pal, tu es content que tu as fini, tu retournes en clinique, puis là, juste quand tu dis, bon, là, c'est un peu
t'es un petit peu tanné, la clinique, ça vient avec ces choses-là. Tu es content quand tu reviens à ta semaine de clinique, tu dis, bon, ça fait du bien, là, je fais pas des fins de vie. Fait que c'est juste de garder des choses variées. Mais ça revient encore à se connaître. Il faut se connaître comme personne dans la vie, point final, mais encore plus aussi en médecine. Reconnais tes valeurs, reconnais qui tu es, puis choisis une pratique où ce que quand tu vas dans ton stage, tu dis, ben mon Dieu, je me reconnais, je fit, mais ça va faire en sorte que tu vas aimer ton travail, tu sais. Des fois, tu dis, ben, je veux faire ça, il faut absolument que je fasse ça, mais à chaque fois que tu y vas, tu es anxieux, tu détestes ça, ben, tu dis, ben, écoute, pourquoi tu as été là-dedans, finalement? Il faut juste te respecter dans ses valeurs, puis ça fait en sorte que le travail est beaucoup plus naturel. Tu es à l'écoute de ce qu'on veut vraiment, de ce qu'on perçoit. Ou qu'on devrait faire dans notre fameuse culture là, de toujours faire plus. Puis, ouais. C'est vrai. Moi, je dirais, j'aimerais ça parler d'aide médicale à mourir. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Fait que moi, je pratique pas l'aide médicale à mourir. Je participe au processus quand les gens me le demandent. Quand la loi est sortie en 2015, c'était la dignité, les soins de fin de vie. Puis, mon impression, c'est qu'il y a eu beaucoup de travail au niveau du public pour dire, ben voilà, voici c'est quoi les soins de fin de vie. Et puis, il y a eu une phase, en tout cas dans ma pratique, puis mes collègues, puis moi, on en a parlé beaucoup, où ce que là, on rencontre une personne pour la première fois en soins palliatifs, ils ont vu comme la promotion de ce nouveau service-là, puis là, je les vois pour la première fois, puis ben moi, en tout cas, je veux mourir en dignité, puis je veux l'aide médicale à mourir. Tu sais, ça arrivait là dans la clinique, puis c'était ça. Ouais. Déterminé. Fait que notre travail, c'est de donner des consentements éclairés. Fait que c'est important aussi d'expliquer la gestion des symptômes, les soins palliatifs purs, de gérer les symptômes jusqu'à la fin puis s'assurer qu'une personne soit confortable. Puis, bien, effectivement, il y a ce nouveau service que vous me dites, là, c'est l'aide médicale à mourir. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ont dit, ben là, je savais même pas qu'il y avait toutes ces affaires-là. Je veux pas l'aide médicale à mourir, finalement, je veux les soins palliatifs. Puis il y a des gens qui ont dit, ben moi, je veux absolument l'aide médicale à mourir. Merci de m'avoir expliqué l'éventail. Alors, il y a des équipes dédiées qui font l'aide médicale à mourir, dépendant de si tu travailles dans un CLSC ou dans un hôpital. Puis, chose certaine, les soins palliatifs ont un rôle pertinent parce que ça implique un consentement. Est-ce qu'on a reçu tous les soins qu'on veut recevoir? Est-ce qu'on s'est fait offrir tous les soins? Fait que c'est sûr qu'il faut leur demander s'ils veulent avoir accès aux soins palliatifs aussi. Est-ce que parfois, il y a un mix des deux? Comme un patient que vous avez, tu sais, on a dit tantôt que ça, c'était sa limite, qu'il va faire les soins palliatifs jusqu'à temps qu'il atteigne cette limite-là, puis il dit, là, rendu là, j'aimerais savoir l'aide médicale à mourir. Absolument. On a des gens qu'on suit en clinique pendant des années, puis on leur donne des bons soins de soutien, des bons soins palliatifs, puis on dit, bien, moi, là, quand je vais arriver à ça, c'est comme ça que je veux partir. Puis on s'assure qu'on travaille très étroitement avec l'équipe d'aide médicale à mourir. Là, c'est sûr qu'on est tous en réflexion parce que l'aide médicale à mourir avait une branche auparavant. C'était personne qui est en fin de vie ou qui a un pronostic sombre, accès à l'aide médicale à mourir. Là, il y a une nouvelle branche que peut-être que tu n'as pas un pronostic sombre, mais tu as une maladie grave qui ne guérit pas, une sclérose en plaques avancée, un autre problème neurologique avancé délétère, comme un Parkinson's. Et là, ben, tu pourrais avoir accès. Et ces personnes-là ne sont pas en fin de vie. Alors, l'expertise des personnes en soins palliatifs, c'est la fin de vie. Fait vous n'allez pas voir cette clientèle-là. J'ose avoir l'humilité de dire que là, à un moment donné, à chacun son expertise. Hein? Tu sais, moi, je ne suis pas une chirurgienne, je n'irai pas en SALDA puis prétendre que je suis chirurgienne. Fait que c'est aussi de s'assurer qu'on donne les soins demandés par les personnes par le bon expert. Ouais. Mais c'est souvent interconnecté, puis on accompagne les gens, puis... c'est ça. Puis la sédation palliative versus la médicale à mourir, pour comme faire la distinction, c'est où que chacun a sa place, mettons. Là. Fait que les sédations palliatives, qui soient intermittentes, ça veut dire que on le donne comme ça, ou qu'il soit continu. C'est vraiment quelque chose que les soins palliatifs font dans leur pratique. C'est quelque chose que ça fait partie de notre expertise, si on peut dire. Et puis, la sédation palliative, c'est quelqu'un qui dit « c'est inacceptable, mes symptômes. Les docs, les équipes, vous avez tout fait pour optimiser les médicaments, les choses, pour s'assurer que je sois le plus confortable possible. Mais finalement, pour moi, c'est inacceptable, puis je suis pas bien. » Puis cette personne-là a peut-être un court laps de temps attendu, là, un pronostic sombre, et on endort quelqu'un profondément.
profondément, là, qui sont complètement endormis, jusqu'à temps que ça soit leur fin de vie naturelle. Alors, le but, c'est d'endormir profondément puis d'alléger les souffrances. Fait que des fois, les gens sont endormis, sont en sédation palliative pour quelques heures. Des fois, c'est quelques jours. Mais le but, c'est d'alléger les souffrances. Puis le décès naturel est attendu et il survient. Puis en attendant que ça se produise, on continue à donner des soins, d'hygiène, tout ça, on s'occupe de la personne, puis on donne du soutien à la famille. Tandis que l'aide médicale à mourir, c'est un service où une personne dit « je demande un service pour qu'on me donne un service pour enlever la vie », alors à ce moment-là, l'intention, ça sera de donner des médicaments pour alléger les souffrances et puis enlever la vie. En sédation palliative, le décès naturel survient puis est attendu. Fait que c'est un éventail. Ouais. On a souvent des gens qui ont des grandes croyances puis qui ne veulent pas l'aide médicale à mourir. Ça me fait penser à quelqu'un, je me suis occupée dernièrement, une dame de 101 ans avec toute sa tête vraiment sharp, là, qui nous gardait à l'ordre. Là, une belle dame coquette, puis pas déprimée, juste prête. Tout le monde était parti, son conjoint était parti. Elle avait une grande croyance en Dieu, puis elle dit « Coudon, il vient pas me chercher. » Puis j'ai même fait une blague. Une année, j'ai pris son téléphone, j'ai dit « T'as son numéro sur speed dial. » Je disais « Ah ouais, on l'appelle. » Parce qu'elle était vraiment juste prête à partir. Elle avait fait son leg, son cheminement. Et puis pour elle, l'aide médicale aurait été absolument inacceptable. Elle l'avait verbalisé. Parce que pour elle, c'était pas dans ses valeurs. Tandis qu'une sédation palliative, si elle en avait eu besoin, c'était quelque chose qu'elle avait exploré. Puis elle dit « Ben là, je serais ouverte à ça. » Mais finalement, tout s'est passé naturellement, puis elle est partie tout doucement. À la fin. Puis niveau prognostic, je pense qu'on n'est pas si bon que ça, là, les médecins, pour faire le prognostic. Puis j'imagine qu'en soins palliatifs, les familles ou les patients ont beaucoup de questions par rapport à ça. Fait que comment vous arrivez à essayer de répondre aux questions puis d'avoir un prognostic? La question à 1 million de dollars dans notre pratique. Combien de temps? On la reçoit tout le temps. Il y a des écrits scientifiques. Plus pour les cancers, je te dirais que d'autres maladies chroniques là, non oncologiques, où ce qu'on peut aider à prédire que une personne a un pronostic plus sombre. Fait qu'il y a des marqueurs dans les prises de sang, il peut y avoir des indices dans les scans quand il y a de la progression, par exemple, ou des résonances magnétiques. Au niveau de l'état général, on peut avoir des signes que là, on peut estimer que le pronostic est peut-être en semaines ou en mois. Ceci dit, on n'a pas la science infuse, on ne sait pas tout. Puis, c'est important de le nommer, ça. Alors, moi, ça fait partie de ma pratique au quotidien, de dire qu'on ne le sait pas, puis ça fait partie de l'incertitude, qu'on peut avoir un estimé, on peut avoir une idée, mais qu'on ne sait rien avec certitude, puis qu'on est avec eux dans l'incertitude. Tu sais, on est avec eux. Puis, des fois, les gens, ils veulent savoir le pronostic estimé, parce qu'il faut être franc. Puis, j'ai tendance à leur dire, là, des fois, les gens me disent « Donnez-moi un chiffre, donnez-moi un estimé. » Puis, je leur dis qu'il faut le prendre sous réserve. Parce que j'ai dit, on peut être surpris. Des fois, ça peut être plus court parce que quelque chose de grave peut arriver. On est plus à risque. Puis, des fois, on peut avoir plus de temps. Fait que pour pas que les gens... Parce que des fois, il y a des gens qui arrivent dans notre clinique puis ils disent « Ben là, mon oncologue me dit j'ai 3 mois. Là, Noël. Et quand ils dépassent ce temps-là ou ils sont bouleversés. Fait qu'il faut faire attention avec nos mots. Puis il faut dire, moi non plus, je le sais pas. Puis c'est vrai que c'est lourd. Puis c'est pas évident de pas savoir, là. Mais on va y aller ensemble. Puis on va suivre. Puis si j'ai des indices que les choses changent puis que là, le pronostic est plus court, bien, je vais vous le dire. Tu sais, il faut avoir l'humilité. Puis honnêtement, c'est extrêmement rassurant pour les patients. Quand on leur dit la vérité puis qu'on les accompagne, puis... ouais. Puis des fois, il y en a d'autres qui disent, ben coudonc, tu sais, aussi, là, d'avoir une bibliothèque humaine, là, où on avait toute notre espérance de vie, là, que je vais à la bibliothèque, Geneviève, telle date, tu vas mourir, ça serait-tu mieux? Fait que des fois aussi, on fait des réflexions, puis on travaille avec les équipes de psychologie, de soins spirituels, à faire cette réflexion-là. L'incertitude fait peur, mais si on avait la date absolue, ça serait-tu mieux? Ouais. Pas pour tout le monde, en tout cas. À réfléchir. Ouais. Fait qu'on reste dans l'humilité. On utilise la science qui existe avec les choses qu'on connaît, qui sont des marqueurs de pronostic. Puis pour le restant, on dit les vraies choses. Que c'est vrai que c'est difficile, l'incertitude, mais on dit la vérité. Ouais. S'il y avait quelque chose dans votre pratique que vous pourriez changer, que vous dites « Ah, ça, j'aime peut-être un peu moins ça » ou cet aspect-là, j'aimerais ça qu'il soit travaillé, ça serait quoi?
Oh. J'ai un grand sens du service, like a duty to service. Je ne sais pas comment dire ça en français. Là, moi, c'est ça ma fibre. Il y a des gens qui disent « Ah, ben moi, c'est ça qui me drive. » Moi, là, c'est le sens du devoir, le sens de la responsabilité. C'est vraiment, là, est-ce que j'ai fait mon service? Puis si je l'ai fait, ben OK, là, je retourne chez moi, je décroche, puis je mets un autre chapeau. Mais j'aurais tendance à dire que pour moi, s'il y a une chose que j'aimerais qu'il change, c'est justement qu'on ait un accès universel aux soins palliatifs. Toute personne, tout être humain, que ce soit les personnes plus âgées qui ont un cours plus naturel de vie, des personnes qui ont une vie écourtée à cause des affaires graves puis épouvantables qui arrivent, puis des pronostics sombres, tout le monde devrait avoir un accès universel aux soins palliatifs. C'est pas compliqué, c'est pas un luxe, là, c'est la base. Fait que ça serait ça que je voudrais qu'on change, que tout le monde puisse avoir un accès. Je sais que c'est idéaliste, mais where there's a will, there's a way, là. Avec le temps, je suis sûre que c'est quelque chose qui va être faisable. On le fait pour les arrivées de vie. Il n'y a pas personne qui accouche dans la rue. Alors, il faut y penser comme ça, puis il faut y dire c'est absolument la norme. Puis pour le moment, si par exemple un médecin de famille ou un oncologue, quelqu'un à l'hôpital qui veut référer un patient, quel type de patient il devrait référer ou prioriser? C'est une bonne question. Fait que ça dépend aussi des endroits. Il y a beaucoup cette idée-là que si on a un pronostic de moins de 3 mois, que là, on devrait être référé. Là, c'est le fameux pronostic. Ça souvent. Oui, c'est le fameux barème qui a été inventé un petit peu par le ministre de dire, OK, là, tu peux avoir une admission en soins palliatifs si ton pronostic est estimé moins de 3 mois. Sinon, ça devrait être peut-être une installation de longue durée. C'est un plus long pronostic. Mais ceci dit, quand on comprend comme il faut, c'est quoi les soins de soutien puis les soins palliatifs, comme je vous ai dit, pourquoi est-ce qu'on ne réfère pas quelqu'un qui a un cancer avancé stade 3 qui va peut-être répondre 100%, peut-être pas, puis qui a plein de problèmes, une stomie qui coule, comment, ne mange pas, toutes sortes de choses. On peut le référer, cette personne-là. Elle aura clairement plus que 3 mois d'espérance de vie. Et on les voit c'est ça qu'on voit dans nos pratiques. Fait que j'aurais tendance à dire qu'il faut voir dans notre environnement où on travaille, quels sont les critères d'accès. Et j'espère qu'ils sont larges parce que ça devrait être ça. Il peut aussi avoir des consultations, je suppose, puis vous parlez beaucoup de cliniques externes, fait que c'est pas nécessairement tout de l'hospitalisation. Là. Non, on devrait les voir avant, on devrait les suivre conjointement. Dans les pratiques là, de médecine familiale, quand quelqu'un il se présente, puis il vit des choses difficiles, puis là, le médecin de famille, il regarde ça, puis il suit, puis il fait un autre suivi, puis finalement, malheureusement, ça se développe en une dépression. Le médecin, il a fait plusieurs suivis. Il s'assure que je l'ai dépisté, je l'ai malheureusement vu parce qu'il y avait des stresseurs, puis finalement, c'est arrivé, puis je m'en occupe. Mais c'est la même chose. On ne va pas commencer à faire des références puis des consultations basées sur un pronostic estimé qu'on vient de dire que c'est encore quand même pas parfait. On va y aller avec c'est quoi les besoins, cette personne-là est en détresse physique, psychique, puis on va faire une référence à la bonne place. Point final. Non? Ça fait du sens. Non, vraiment. Puis, pour revenir un peu au côté psychosocial, je pense que être en fin de vie, des fois, ça peut amener des discussions quand même profondes. Et tout. Je me demandais si vous aviez des exemples de thèmes qui reviennent souvent ou d'un exemple concret qui vous a beaucoup marqué. Oh mon Dieu. Ça, c'est quelque chose que je peux dire, là, ça, comme j'ai dit, mon sens du devoir, mon sens du service est vraiment fort. Chez moi, je suis juste comme faite de même. Là, dans tout ce que je fais, je suis juste de même, puis je m'accepte. Puis j'avais vraiment cette idée préconçue quand j'ai commencé ma pratique que faire mon service, je vais faire ce que j'ai à faire, puis c'est pour les autres. Puis finalement, les soins palliatifs, c'est un peu comme une surprise parce que ça te donne tellement de cadeaux de vie et je m'en vais pas travailler pour dire « Ah oui, donnez-moi des cadeaux », c'est pas ça. Pas en tout, là, c'est pas du tout ça. Mais de par la nature du travail en soins palliatifs, c'est fou le nombre de cadeaux de vie que tu reçois, que tu t'attendais pas. Des gens qui te font des partages, qui t'apprennent des choses qu'ils ont vécues dans leur vie, qui t'apprennent des leçons de vie. Hein? Tu es au chevet comme médecin, puis oui, tu as un rôle, puis oui, il faut que tu examines, puis que tu regardes, tu recherches les symptômes, mais c'est aussi une personne qui est devant toi, fait que il y en a tellement, j'ai le souci de ne pas cerner, mais quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est une maman qui, malheureusement, ça n'allait pas bien aller, puis c'était attendu qu'elle allait décéder, puis des jeunes enfants, puis dans son legwork, puis dans les choses qu'elle a fait,
son identité de mère était tellement fort et beau et vraiment admirable, puis c'était vraiment sa fibre de sa personne. Puis jusqu'à la fin, puis à la fin, il fallait aussi l'aider, elle a fait une carte pour chaque anniversaire pour ses enfants jusqu'à 18 ans. Fait qu'elle a préparé cette belle boîte de legs. Je suis en train de devenir émotionnelle parce que c'est vraiment comme wow, tu sais. Puis les messages qu'elle avait dans les cartes, j'avais le souci de lui dire, ben c'est correct, vous n'êtes pas obligé de m'en parler, tu sais, comme c'est confidentiel. J'avais tellement le souci de respecter que ça, cette boîte-là, ça allait être pour les enfants après son départ. Mais elle voulait me le dire. Non, je veux te le montrer, qu'est-ce que j'ai mis pour le 16 ans. Puis elle faisait des blagues, là, tu sais, comme là, pas de no sexe. Puis tu sais, comme, puis c'était triste et c'était beau, mais c'était aussi pas triste. C'était aussi très heureux. Oui. Puis en même temps, je l'écoutais, puis elle me donnait des leçons de vie à qu'est-ce que je dirais à mes enfants, comme par exemple, tu sais, fait que c'est fou comment on fait ce service-là. Puis on pense qu'on va, tu sais, en tout cas pour moi, je vais parler pour moi, tu sais, tu t'en vas là, tu fais ton service, mais finalement, c'est incroyable les cadeaux qu'on nous donne en retour, inattendus, puis vraiment pas nécessaires, puis ça fait de la richesse de la pratique. C'est vraiment humble, en tout cas. Moi, je te dis, là, je rentre jamais dans une chambre, puis je prétends certainement pas que je sais tout, puis je dis merci quand les gens me donnent des choses. Puis quand les gens veulent me faire des partages, je leur dis merci pour le partage, parce que c'est vraiment... un beau côté. Oui. J'ai beaucoup d'amis qui ont fait des stages à Option en soins palliatifs. Ils ont tous été vraiment surpris, puis ils ont tous vraiment adoré leur expérience. Tant mieux, ça veut dire qu'on brise la pensée que, oh my God, faire des soins de mort, ça va être super stressant. Puis, c'est ça, je me demandais, est-ce que vous trouvez qu'il y a un bon rôle pour les étudiants? Est-ce que c'est un environnement que les gens peuvent s'épanouir quand même dans ce stage à Option, puis ça vaut la peine d'aller voir? Absolument. Puis c'est sûr que là, je vais faire, tu sais, preach for my profession, là, tu sais, puis toutes les professions, c'est sûr que toutes les disciplines et spécialités sont intéressantes, mais j'ai tendance à dire aux étudiants en médecine, peu importe que tu vas finalement choisir de t'orienter, de faire des soins pal ou pas, faire un stage en soins palliatifs, ça va t'amener ce que j'ai dit, le côté approche humaine, le côté dignité de la personne, c'est quelque chose qui est transposable, peu importe quelle pratique que tu vas faire. Ça te permet aussi d'apprendre des choses comme « Hey, je vais faire un petit peu de pratique de réflexion, moi là pas juste faire « Go, 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 je vois tout le monde. Bien, finalement, réfléchir « Hey, comment je me suis sentie par rapport à ça? Ça m'a affecté? » Et ces outils-là, tu les transposes dans toute autre spécialité. Fait que j'encourage toute personne à faire ça. Puis aussi, bien, comme je viens de dire, les soins palliatifs, là, c'est pas juste les spécialistes en soins palliatifs qui donnent ça. Il y a plein de médecins de famille qui donnent des bons soins palliatifs. Fait que il y a des gens qui vont être dans telle discipline qui vont mourir. Fait que faire des niveaux de soins, puis apprendre ça, bien, ça serait bon d'aller faire un stage pour apprendre comment faire ça parce qu'on va en faire toute notre vie. T'es aux urgences, bon, l'étudiant en médecine va faire un niveau de soins. T'es comme, hey boy. Par où je commence? Bien, c'est ça. Fait que c'est un stage riche qui est bien plus large que l'approche au chevet en fin de vie. Fait que moi, j'encourage les gens, c'est sûr. Puis oui, vous pouvez venir nous contacter, on va vous prendre. Il y a plein de bons profs. Ouais. Puis pour finir, est-ce que vous avez un conseil pour les étudiants qui sont en train d'essayer de choisir leur spécialité? Ah, mon doux Seigneur, un conseil. Ça peut être 2. C'est ça. Honnêtement, là, mon cœur me dit de passer ce message-là. Respectez-vous, connaissez-vous, connaissez qui vous êtes comme personne puis comme valeur. Et quand vous allez faire votre choix, assurez-vous que vous reconnaissez ça dans votre choix. C'est vraiment, vraiment ça. Il y a des gens qui ont dit « Ah, ben moi, je veux faire cette pratique-là, j'adore cette pratique-là. » Mais finalement, ça n'allait pas du tout avec leurs valeurs. C'était complètement à l'encontre de leurs valeurs personnelles. J'ai fait une blague tout à l'heure. J'adore mes collègues chirurgiens. J'adore encore travailler avec mes mains. Je me suis recyclée en crochetage puis en projet de construction chez nous. Mais moi, je ne pourrais pas être chirurgienne. Je serais malheureuse. Le travail au quotidien que ça vient, à part la salle d'op, que je suis comme « Wow! » Je me vois pas. Fait que c'est ça le conseil. Connais-toi, sais qui que t'es. Puis plus loin que ça encore, quand tu vas choisir ton environnement de travail, quand tu vas graduer de ta résidence puis tout, choisis pas l'environnement à 5 minutes de chez vous parce que, OK, ça va être comme super bon, je vais être à 5 minutes de chez nous. Choisis la place où tu as dit, hey, j'ai aimé la gang là-bas, j'ai aimé le restant du groupe, je me reconnais là-dedans, hey, c'est un groupe qui se soutient. Ça, c'est un environnement où je peux grandir. Puis aussi,
pas être parfait, puis des fois dire, hey, je trouve ça tough ou j'aurais besoin. Prendre la place où ce que tu vas dire, hey, je me reconnais dans mes valeurs. Honnêtement, ça fait toute la différence. On travaille une longue vie. Hein, ça fait partie de la vie de travailler. Fait que quand on rentre chez nous puis on est heureux d'être chez nous parce qu'on a choisi notre personne qu'on veut être avec ou notre pitou, je sais pas quoi, tout le monde est différent, bien, c'est la même affaire. Fais la même chose quand tu choisis ton environnement de travail puis ton type de pratique que tu veux faire. Donne-toi le même honneur. It's your life. Hein? Ouais. Fait que ça serait ça mon conseil. Ouais. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Encore bon conseil.